Amis expatriés, bonjour. Quelle joie de vous retrouver pour ce webinaire qui va être un hommage à vous tous les parents expatriés et particulièrement bien sûr sur Femmes Expat, à vous toutes les mamans expatriées, parce qu'on va venir vous chercher et vous rejoindre dans peut-être le plus gros de vos challenges dans vos vies internationales. Quel peut être ce plus gros des challenges? Évidemment, pour les parents parmi vous, c'est d'élever vos enfants. Ça, vous allez me dire, c'est un défi pour tous les parents, puisque par définition, élever un enfant, c'est le faire grandir dans un contexte, dans une enfance qui n'est pas exactement celle qu'on a vécue, en s'adaptant à sa personnalité et à son époque. Ça, c'est valable pour tous les parents. En plus, pour tous les parents de notre génération, c'est élever des enfants dans un monde digital que nous n'avons pas connu en tant qu'enfants, donc en inventant des repères. Et alors, à quel âge le téléphone et comment le téléphone et quid du téléphone ou de l'ordi pendant les devoirs? Voilà le genre de questions que se posent non pas tous les parents de l'humanité, mais tous les parents d'enfants nés depuis, on va dire, les années au moins 2000. Et puis, troisième défi, donc ça en fait beaucoup pour vous, c'est pour ça qu'on a l'habitude de dire que les parents expatriés sont des héros, c'est que en plus, vous faites ça dans un contexte international, c'est-à-dire que très souvent, vos enfants grandissent dans une culture, un système éducatif que vous n'avez pas connu enfant, que parfois vous ne maîtrisez pas, parfois même dans une langue qui n'est pas la vôtre et que vous comprenez mal, et souvent moins bien qu'eux. Et donc, c'est pas évident de trouver une ligne efficace et de pas devenir un peu relativiste en se disant, bon, après tout, c'est comme ça que ça se fait de nos jours, au temps du digital et dans ce pays. Donc, comment est-ce qu'on garde un rôle protecteur, accompagnateur, quand nos enfants vivent un chemin aussi différent du nôtre? C'est le sujet de ce webinaire, pour lequel, heureusement, parce que vous voyez que les enjeux sont complexes, je suis extrêmement bien accompagnée par trois personnes qui ont beaucoup de chance. Pourquoi beaucoup de chance? On va commencer dans l'ordre où vous apparaissez en face de moi. Constantin Mardoukaev, vous êtes le cofondateur de Axiom Academy, qui est une plateforme qui fait du soutien scolaire pour les enfants internationaux. Donc vous avez la grande joie de travailler avec des enfants internationaux et d'être entrepreneur. Absolument, c'est mon quotidien depuis 10 ans maintenant. Être aux côtés de ses parents, souvent des mamans quand même, faut le dire, qui on se pose beaucoup de questions, voilà, sur l'avenir de leurs enfants, du monde en général aussi. Ça peut être des questions très générales. Et on essaye, nous, de les aider et de les accompagner dans leur scolarité, leur parcours scolaire, parce qu'il y a beaucoup de questions qui émanent des différents systèmes scolaires, des choix à faire de spécialisation dans telle ou telle matière, etc. Donc, le sujet est vaste. Et heureusement, on a 1 heure pour en parler. À côté de vous, Antoine Delettre, qui est directeur de l'International School of Paris, donc de retour des États-Unis. Et vous, grande chance, parce que diriger une école avec des enfants internationaux et des familles internationales, c'est compliqué, mais j'imagine que c'est absolument passionnant. Oui, absolument. D'abord, merci de m'inviter sur ce plateau. Et effectivement, c'est passionnant. Et comme vous décrivez tout à l'heure ce profil de ces familles-là, c'est le profil dans lequel je navigue et dont j'ai fait moi-même l'expérience. 18 ans à San Francisco, une école franco-américaine, et 9 ans à New York, à l'école des Nations Unies, et puis maintenant, là, depuis 1 an à Paris. Et donc, c'est que des familles-là. Et moi-même, j'ai fait l'expérience de ce que ça veut dire de revenir d'expatriation il y a 1 an, là, après toute ma vie d'adulte aux États-Unis, d'avoir même grandi en Grèce. Donc, ce profil-là de ces familles qui doivent naviguer ces environnements culturels parfois très différents, des programmes scolaires très différents, des attentes d'écoles parfois différentes, des langues différentes dans la famille. Toutes ces dynamiques-là qui peuvent parfois laisser les familles un petit peu dépourvues, c'est évidemment l'environnement dans lequel mes collègues, moi-même, nos enseignants évoluent tous les jours, quoi. Donc on est vraiment habitué à devoir répondre à ces besoins de ces familles tout le temps. Et ça, pour celles parmi vous qui ont grandi dans des milieux locaux, avec des familles, avec une homogénéité de nationalité, ça peut être assez désarçonnant. Absolument, parce que les attentes sont pas du tout les mêmes et les parents français sont parfois un peu rigolos par leur réaction dans les écoles internationales. Et enfin, pour nous accompagner, donc Constantin et Antoine, vous allez avoir à la fois l'aspect terrain et l'aspect relation avec les parents. Et on a Quentin Vidal. Alors Quentin a beaucoup de chance aussi parce qu'il a un métier quand j'ai découvert son métier, je me suis dit, oh là là, j'ai peut-être loupé ma vocation. Puisque Quentin
Quentin, vous êtes analyste des politiques publiques d'éducation pour l'OCDE. Donc, j'imagine que plein de parents expats vont lire vos publications parce que ça nous intéresse beaucoup de comparer quand on bouge d'un pays à l'autre. Et vous aurez surtout ce rôle non pas de contact direct avec les parents, mais connaissance experte de tout ce qui peut se faire dans le monde et donc de renauder de la hauteur et des perspectives à nos propos. Merci. Exactement. Merci pour l'invitation. Bonjour. Et oui, donc moi, j'ai pas de contact direct avec les parents internationaux, mais j'ai beaucoup de mes collègues qui sont des parents d'élèves expatriés. Et oui, je vais essayer d'apporter un éclairage international à ces questions que se posent les parents du monde et les parents d'enfants expatriés. Merci beaucoup. Alors, avant de commencer, on va voir que le sujet qu'on évoque, c'est le sujet des parents internationaux, mais pas seulement. Ça intéresse au plus haut niveau de l'État et pas seulement en France. Donc, on a une petite vidéo. Au Royaume-Uni, la série a déclenché un débat public sur l'impact des réseaux sociaux sur les adolescents. Même le Premier ministre britannique en a parlé. As a dad, I have not found it easy viewing the devastating effect of misogyny on our society. Very powerful. The dangers of online radicalisation and this sense of young people being on their own, very often in their bedroom or wherever. The challenges our children, schools and families face every day. Donc quand je vous disais que parfois on hésite vraiment entre parents, entre se dire bon et toi à quel âge le portable et quelles règles tu mets à la maison, voilà ces hésitations qu'on peut avoir, elles se retrouvent à tous les niveaux. Parce que on n'a qu'une heure, hein, on pourrait parler de ce sujet pendant 15 jours, donc on a circonscrit notre propos et on va regarder deux choses. La première, c'est ce qu'on appelait digital citizenship, c'est-à-dire comment est-ce qu'on grandit dans une planète qui n'est plus la planète concrète, réelle, mais qui est celle du virtuel. Et après, dans une deuxième partie d'émission, on s'intéressera à l'intelligence artificielle, et plus particulièrement à l'intelligence artificielle générative et à son impact sur l'éducation de nos enfants. Donc on commence avec les réseaux sociaux. Donc là, vous voyez le Premier ministre britannique évoquer cette très violente série Adolescence sur les réseaux sociaux. Première question pour vous, messieurs. Est-ce que c'est quelque chose dont les parents que vous rencontrez vous parlent beaucoup ? Alors moi, je peux peut-être en parler parce que c'est la réalité dont on peut faire l'expérience dans les écoles. Hein. Donc là, Keir Starmer, le Premier ministre britannique, qui réagit à la série Adolescence, qui est sur Netflix, hein, qui est vraiment une très bonne série d'ailleurs. Et en fait, cette série, évidemment, elle pointe du doigt un petit peu les dangers de ces réseaux sociaux. Et en fait, la série, elle parle de quoi vraiment ? Elle parle de ces enfants qui sont sur un monde virtuel, en quelque sorte, sur des plateformes que les parents ne connaissent pas, ne maîtrisent pas. Et en fait, ces dynamiques sociales entre les enfants, qui aboutissent dans la série à un drame, se déroulent finalement sous leurs yeux. Et ils n'en ont pas du tout conscience. Donc la série, en fait, elle est moins sur les réseaux sociaux que sur le fait que des parents ne sont pas vraiment impliqués dans l'éducation de leurs enfants. Et qu'ils ne sont pas guidés par les écoles non plus sur comment comprendre ce monde. Mais alors, donc là, évidemment, il réagit sur l'aspect, je veux dire, le pire des réseaux sociaux, hein, les possibilités de harcèlement, les atteintes à la vie privée, le fait que ce monde échappe finalement aux parents. Mais après, il y a des aspects positifs, hein, le maintien de liens culturels dans ces familles recomposées ou bien ces familles transnationales. Donc là, c'est pas tellement la dynamique d'adolescence, mais il y a cette dynamique dans nos écoles, hein, dans les familles expatriées, de maintenir un lien avec les copains, les copines, quand on a quitté la Californie, le Brésil ou le Japon, qui est très fort. Et puis, il y a tout cet aspect de partage aussi qui est vraiment important entre les enfants. Donc, il n'y a pas que ce côté problématique, mais je trouve que cette série, elle montre moins le problème des réseaux sociaux que le besoin, qui est critique, évidemment, d'implication des parents dans l'éducation de leurs enfants, de comprendre ce qui se passe finalement sous leur toit. Parce que c'est ça dont parle la série, en fait. Et ça, les parents que vous rencontrez en sont conscients ? Ou est-ce que... Nos parents, ils en sont conscients de cette importance, d'ailleurs, à tel point ils sont demandeurs d'être guidés sur comment faire ça. Donc ça montre bien qu'ils sont intéressés par cet aspect-là, mais ils savent pas très bien comment s'y prendre. Ils ont conscience ils ont parfois l'impression que ce monde virtuel dans lequel évoluent leurs enfants leur échappe et qu'ils ne le maîtrisent pas. Mais en pensant que leurs enfants, eux, le maîtrisent, ce qui n'est pas toujours le cas. Et donc ils sont demandeurs de quelles questions poser, comment faire pour comprendre ces plateformes, ces enjeux. Quelles questions poser à mon enfant qui sont des questions qui vont révéler ces problèmes. C'est ça, ils sont très demandeurs de ça. Donc je pense que là, les parents
sont, en tout cas à l'International School of Paris, ils sont demandeurs de ça et on les accompagne, on travaille avec eux. On est une école privée qui a les moyens la structure qui peut accompagner ses parents pour, lorsqu'ils arrivent notamment de l'étranger, qui comprennent pas tous ces enjeux, etc., de leur dire voilà les questions qu'il faudrait vous poser, etc. Comment vous accompagnez. Merci beaucoup Antoine. Et Constantin, vous qui voyez les parents dans le cadre du soutien scolaire, donc là j'imagine que les parents ont peut-être tendance à mettre toutes les difficultés des enfants sur le dos des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ils ont aussi un bon rôle. Par exemple, je suis un certain nombre de professeurs sur Instagram qui donnent des cours sur Instagram, donc qui se filment et qui créent du contenu. Comme ça, c'est vraiment des créateurs de contenu, des influenceurs même, et qui, avec Instagram, réussissent, je pense, à intéresser des enfants sur des sujets qui, peut-être, à l'école, les enfants ont moins cette appétence parce que voilà, il y a des profs peut-être avec qui ça colle un peu moins. Et donc, pour les enfants, je pense, curieux et quand même qui ont une conscience de l'école, que bon, l'école c'est aussi bien, ça permet ça ouvre des portes plus tard. Enfin, c'est un parcours quand même qui c'est une chance d'aller à l'école, je pense. Il y a des pays où il n'y a pas cette chance. Donc ils ont cette curiosité et ils vont aller sur les réseaux sociaux. Alors il y a YouTube aussi pour des formats plus longs. Et donc je pense que ce rôle-là des réseaux sociaux, on en parle peu finalement. Je sais même pas si les parents savent en fait qu'il y a des profs comme ça super et très renommés. Et puis et là le public c'est des ados qui répondent, qui chattent entre eux. Donc ça, je trouve que c'est quand même une dynamique très positive. C'est Khan Academy, par exemple, qui a eu un succès énorme. Oui, mais alors, là, je fais la maman de pas mal de garçons. Maman, t'inquiète, je suis en train d'écouter un prof de maths, là, il est canon, et c'est pour ça que j'ai besoin que tu me laisses mon téléphone et mon ordi pendant que je travaille. J'entends complètement les aspects positifs. Néanmoins, on peut pas juste se dire ah mais c'est bien mon chéri, t'as bien raison d'écouter le cours de maths sur YouTube plutôt que celui de ton prof de maths parce qu'il est vraiment nul. Les parents, je pense, se doivent quand même. Il faut pas. Enfin, je suis pas parent. Donc, est-ce que j'ai cette légitimité de dire ce que je vais dire? Mais je pense que le rôle des parents, c'est aussi de contrôler, de cadrer, de vérifier, de pas forcément laisser tout se passer sous leurs yeux, justement, comme dans la série, sans s'intéresser. En fait, c'est pas forcément espionner ces enfants ou leur demander tiens, qu'est-ce que tu fais, combien de temps t'as passé sur les réseaux, mais tout simplement avoir une discussion à table sur comment tu te sers d'Instagram, qu'est-ce que tu fais sur Snapchat, parce que bon, je pense que Instagram en fait c'est plus les parents qui vont sur Instagram, les ados eux sont plus sur Snapchat et sur TikTok. Et donc je pense que si la question est posée de façon sincèrement curieuse, je vois pas pourquoi vos enfants se braqueraient, quoi, en fait. Et je pense que, voilà, il y a effectivement ce rôle de parents. Je verrai quand j'y serai, quand je serai à cette place-là, mais de questionner. Disons que Keir Starmer, là, dans le segment sur la britannique, là, il réagit de façon très négative. C'est-à-dire qu'il est dans l'interdiction. Donc, à l'International School of Paris, on n'est pas dans l'interdiction, on est dans l'accompagnement, dans l'éducation. On est dans guider, encadrer les enfants, mais aussi guider, encadrer les parents, les inviter à ce dialogue sur comment est-ce qu'on peut utiliser ces outils pour faire avancer l'éducation, créer du lien, créer des ponts, et en se gardant évidemment de leurs aspects négatifs, en éduquant les enfants et les parents à poser les bonnes questions, à voir sur quelle plateforme tu évolues. Là, le prof de maths sur YouTube, c'est quoi Montre-moi, montre-moi comment c'est. Est-ce que tu en as parlé à ton prof de maths? Est-ce qu'il est au courant comment est-ce qu'il juge ça? Est-ce que ça te paraît une bonne vidéo ou une mauvaise vidéo? Et donc là, il faut donc je pense que alors la chance qu'on a, c'est que les parents qui sont de retour d'expatriation, etc. Le profil des parents d'hommes comme femmes expats, là, c'est un profil de parents qui, évidemment, sont demandeurs, qui vont poser ces questions, qui sont impliqués. Donc, c'est pas tout à fait le profil des parents dont parle Keir Starmer, qui est ces écoles publiques où ils n'ont pas vraiment de moyens, ils n'ont pas d'accompagnement vraiment précis de ces parents-là. Donc, ils sont dans l'interdiction, un peu par défaut, pas parce il y a pas vraiment de pédagogie là-dessus qui est engagée. Et Quentin Vidal, j'imagine que c'est des réflexions qu'ont
les familles, on voit bien les écoles, mais les États aussi. Et qu'est-ce que vous voyez comme grandes règles qui se dégagent sur ces sujets? Alors, la réaction du Premier ministre anglais est assez symptomatique, oui, de ce qui se passe au niveau international. En général, quand une innovation apparaît et qu'on ne sait pas trop comment l'aborder, le premier réflexe, c'est bien souvent de l'interdire. C'est d'ailleurs ce qui se fait des fois, même encore avec le téléphone portable dans différents pays du monde, au niveau primaire ou secondaire. Alors moi, j'ai pas vu la série, on m'en a dit beaucoup de bien. Par contre, pour recentrer un peu le débat, je crois, sur les parents expatriés, parents d'élèves internationaux, je sais pas comment, expatriés par choix ou je sais pas comment on appelle ça. À ma connaissance, j'ai fait mes recherches, j'ai pas trouvé d'études de l'OCDE, de rapports, d'enquêtes qui soient spécialisés sur ce segment de la population. Par contre, ce qu'on sait d'autres rapports et d'autres enquêtes et d'autres tests, c'est qu'en général, les enfants qui parlent plusieurs langues à la maison ou qui ont un avantage socio-économique, ce qui est en général le cas des enfants expatriés par choix, encore une fois, sont mieux armés pour l'école, ont des meilleurs résultats scolaires que les autres, que ce soit dans l'école, dans le privé ou dans le public d'ailleurs. Et ils sont aussi mieux armés pour interagir et comprendre et s'épanouir dans le milieu numérique. En fait, ils ont les armes, les outils, la distance critique, la multiculturalité nécessaire à comprendre et à saisir les enjeux. Donc je pense qu'il y a peut-être il y a des motifs d'inquiétude pour tout le monde, mais il y a peut-être moins de motifs d'inquiétude pour les parents d'enfants expatriés que pour les autres, sur ce point de vue. Et on entend votre approche, Antoine, qui est tout de suite une approche où, moi qui suis rentrée en France depuis un moment, je me dis, ah oui, j'avais oublié l'école internationale. Mais pourquoi interdire? À la place, on questionne. Mais par exemple, si je reprends l'exemple très basique de écran pendant les devoirs, moi, chez moi, j'ai toujours dit pas d'écran pendant les devoirs à la base, et puis après, vous venez voir et on discute si jamais il y a un moment spécifique où il y a besoin d'un écran. Qu'est-ce que vous préconisez ou avec quelle conclusion vous arrivez? Moi, je pense qu'il faut être plus nuancé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, les manuels scolaires imprimés, c'est un truc qui est en voie de disparition. Donc, les élèves utilisent les écrans parce que c'est leur entrée vers le programme scolaire, vers les ressources qu'a mis le prof en ligne, etc. Le devoir doit être remis sur une plateforme en ligne. Donc, le retour à l'écran, c'est l'outil pédagogique aujourd'hui. Donc, la question, c'est pas l'écran, c'est qu'est-ce qui est sur l'écran, qu'est-ce qui est, quel est le programme, quel est l'outil, qu'est-ce qu'on fait du temps sur l'écran. C'est ça la question qui se pose. Donc, je pense qu'il faut pas être sur écran ou pas écran. C'est plutôt sur est-ce que c'est la qualité sur l'écran et est-ce que c'est la poubelle sur l'écran. C'est ça la distinction qu'il faut faire. Et donc évidemment, nous on est encore une fois, on n'est pas dans l'interdiction, on est dans l'accompagnement, dans l'encadrement et donc dans l'éducation, dans la pédagogie. Donc évidemment, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Quentin. C'est vrai que nos familles, ces familles expatriées qui sont privilégiées quand même, et qui veulent justement ces écoles d'excellence avec un accompagnement très personnalisé. Ils sont évidemment demandeurs et ils sont en meilleure position de réussite avec leurs enfants. Parce que d'ailleurs, c'est symptomatique que la série Adolescence dont parle le Premier ministre britannique, c'est un milieu très pauvre, qui ne voyage pas, qui n'a pas les moyens, qui n'a pas été équipé par la société et par l'école de moyens de poser les bonnes questions. C'est pas tout à fait le profil évidemment des familles que nous on a, qui sont des familles qui ont beaucoup voyagé, qui ont vécu dans beaucoup de grandes villes du monde, etc., qui sont des diplomates ou des gens qui travaillent pour les grandes boîtes, des grands groupes, et donc c'est pas le même profil évidemment, et ils sont demandeurs encore une fois de cet accompagnement. Mais je pense que l'idée de écran pas écran, c'est une mauvaise question à mon avis. L'idée c'est qu'est-ce qu'on va trouver sur l'écran et comment arriver à être des consommateurs qui vont être avisés. Comme on l'est sur la nourriture, on va regarder les étiquettes, on va regarder est-ce que ça c'est bon pour la santé ou pas. Le contenu des contenus digitaux, c'est la même question qu'il faut se poser. Comment est-ce qu'on discerne comment est-ce qu'on a un consommateur avisé de contenu? Et comment est-ce qu'on fait, messieurs? Parce que j'entends votre approche extrêmement positive, mais j'ai aussi vu dans des familles expatriées très éduquées et même parfois très unies, des enfants partir complètement en vrille sur les réseaux sociaux, être connectés pendant la nuit, parce qu'il y avait 2 téléphones là où les parents n'en voyaient qu'un. Quel signe pour détecter ça? Et puis surtout, que faire? Parce qu'on est quand même sur des sujets sur lesquels les parents sont extrêmement désemparés, parce que finalement, c'est des addictions qui peuvent aller très loin. Mais moi, la première question que je pose, que lorsque j'ai plein d'exemples en tête, de familles quand j'étais à New York, à San Francisco ou là à Paris, où il y a un problème, disons, qui est lié aux réseaux sociaux, un problème de harcèlement, un problème de jeux vidéo jusqu'à tard dans la nuit. Bon, la première question que je pose souvent, c'est à quelle heure tu vas te coucher? Je demande ça à l'enfant devant les parents.
À quelle heure tu te couches le soir? Et alors déjà, la réponse peut surprendre les parents. Et deuxième question que je pose ensuite, c'est à quelle heure tu t'endors? C'est pas la même réponse. D'accord. Et là, parfois, les parents sont surpris de la réponse que leur enfant dit, je m'endors pas avant 3 heures du matin. Et alors évidemment, ça pose des questions. Après, pourquoi? Est-ce que c'est le jeu vidéo qui est le problème? Mais pourquoi tu joues au jeu vidéo? Est-ce qu'il y a un malaise peut-être plus profond qu'il faut vraiment éplucher et regarder? Donc voilà. Donc ça, c'est des exemples de symptômes qui permettent aux parents que l'école peut guider les parents à comprendre finalement les dynamiques qui se passent finalement sous leur toit, où ils sont pas forcément conscients. Je pense qu'on est là encore une fois pour les guider, et c'est ce que la série Adolescence met devant eux. C'est-à-dire, il se passe un problème très grave dans sa série qui se passe sous leurs yeux, mais qu'ils ne voient pas, parce qu'ils ne savent pas poser les bonnes questions. Et donc là, on est là, nous, l'école, pour montrer aux parents quelles questions poser, pour regarder quels signes il faut regarder, quels sont les indicateurs, les symptômes qui vont révéler. Vous pouvez nous en donner un signe? Le symptôme le plus classique, c'est l'absentéisme scolaire, quoi. Donc ça, c'est un symptôme typique lorsqu'il est répété. Le retard à l'école le matin, les absences carrément, donc qui peuvent sous des prétextes divers et variés. J'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, etc. Mais quand c'est une fois par tous les 6 mois, c'est pas un problème. Mais lorsque c'est un truc répété, ça, c'est un symptôme qui a quelque chose qui se cache derrière, qu'il faut absolument regarder. Mais les parents sont pas forcément vont être parfois dans la culpabilité, vont être dans un tas de facteurs qui vont un petit peu invisibiliser le problème réel. Et donc, parce qu'en plus, il y a un côté émotionnel, il y a un côté culpabilité qui peut entrer en ligne de compte et que l'école n'a pas forcément. Et donc, on va être plus à même de regarder ça de façon plus froide quelque part. Et par les cours de soutien scolaire, c'est des sujets que j'imagine les enfants abordent avec les tuteurs? Alors, je vois qu'on accompagne des enfants qui ont des profils très différents les uns des autres. C'est très difficile de tirer, de faire une généralité sur l'usage des réseaux sociaux et cette il y a des enfants qui vont être plus facilement happés par les réseaux sociaux et qui vont être très rapidement addicts, et d'autres qui vont réussir à se contrôler, qui vont avoir moins de problèmes à couper le téléphone, qui vont être moins sensibles peut-être à je crois que c'est l'endorphine que ça produit, ces réseaux sociaux. Et en fait, c'est une vraie drogue. C'est prouvé, c'est scientifique. Aujourd'hui, nous-mêmes, adultes, je pense qu'on peut ressentir parfois cette hormone-là qui fait que on n'arrive pas à s'arrêter. Les enfants sont comme nous. Et ils sont encore plus fragiles, presque. Parce qu'ils ont peut-être moins la conscience du mal que ça leur fait. Donc, alors, oui, je pense que nous, ce qu'on peut proposer à travers nos cours, c'est aussi de sensibiliser via nos équipes de professeurs particuliers au sujet. C'est-à-dire que on a cette chance d'être à domicile. C'est quand même une opportunité unique de pouvoir apporter à domicile des réponses. Et donc, ça nécessite de former les professeurs particuliers à ces différents sujets, à ces différentes thématiques. On en parlera avec l'IA aussi, pareil. L'IA, on en parlera tout à l'heure. Mais c'est via nos équipes qui ont cette chance d'être vraiment à proximité, à domicile, des parents et des enfants. Ils peuvent avoir ce rôle justement de médiateur, peut-être pas de formateur, mais en tout cas de sensibiliser les familles à ces sujets. Voilà. Merci beaucoup. Quentin, je vous voyais réagir tout à l'heure. Non, c'était surtout sur pour revenir sur la distinction entre temps d'écran et utilisation des écrans, effectivement, c'est important de se rappeler qu'en fait, pour l'instant, la recherche n'a pas vraiment mis en évidence de lien entre le temps passé sur les écrans et des résultats scolaires en baisse ou en hausse. Ça dépend de ce qu'on en fait, ça dépend de comment on les utilise, et idem pour l'addiction, en fait. Et d'ailleurs, même nous, à l'OCDE, on est spécialisé dans toutes ces études, ces enquêtes. On fait le rapport PISA, notamment, tous les 3 ou 4 ans, qui évalue les compétences des élèves dans 90 pays du monde entier. On a des questions en parallèle des tests qui s'intéressent à l'utilisation que font les enfants, voire les parents aussi d'ailleurs, des écrans à la maison ou à l'école. Mais ces questions-là ne sont pas encore assez précises et fines pour savoir si effectivement il y a un lien dans un sens ou dans l'autre, en fait. Donc c'est des questions qui vont au-delà du temps passé et de ce qui apparaît comme néfaste ou bénéfique, quoi. Il faut... Je suis très déçue, messieurs. J'aurais vraiment aimé des réponses blanc ou noir, avec un mode d'emploi, un manuel à tiroir. Blanc ou noir, c'est qu'il faut qu'ils dorment la nuit, par exemple. Oui, voilà. Ça, c'est blanc ou noir. Le sommeil. Ouais.
Donc là c'est là qu'on arrive dans l'addiction, l'excès, etc. Donc là, c'est ça, et alors, il faut examiner pourquoi. Mais là, il y a un truc un peu clair. Oui. Si votre gamin se couche tous les jours après minuit, et il se lève tous les matins à 6 heures pour aller à l'école, c'est un problème. Il dort pas assez, donc ça va pas, ça. Et même s'il nous le dit pas, s'il baille au corneille. Voilà, il faut que les parents comprennent à quelle heure tu t'endors, à quelle heure pourquoi tu es stressé, qu'est-ce que tu fais le soir dans ton lit tout seul avec ton écran, là, donc sur quoi tu vas. Donc il faut poser ces questions-là, quoi. Oui, donc entre l'absentéisme et les heures de sommeil, on a du dur. Voilà. Et derrière, il y a tout le soft de bon ou mauvais, des questions puissantes pour accompagner les enfants. Mais les écoles comme la nôtre sont là justement avec tout un tas de réseaux de counselors, de conseillers scolaires, etc., de profs principaux, pour vraiment détecter ces situations et amener les élèves ou les parents eux-mêmes pour leur dire, attendez, là, on a remarqué ça, là, il y a un red flag, quoi. Donc, il faut qu'on en parle. Alors que les parents eux-mêmes ne sont pas forcément au courant. Donc, c'est nous qui allons amener cette discussion, souvent. Quentin, avant qu'on passe à l'intelligence artificielle, est-ce qu'il y a d'autres choses que les études peuvent éclairer sur l'utilisation des outils numériques? Justement, là, donc je parlais de PISA, jusque-là. En 2025, on aura un nouveau test, en plus des maths, sciences et lecture, qui va s'intéresser à la manière dont les enfants de 15 ans donc, apprennent dans un environnement numérique. Donc ça va pouvoir éclairer de manière un peu plus précise les mécanismes et ce que les outils numériques peuvent ou peuvent ne pas permettre de faire et en quoi c'est corrélé à différentes caractéristiques scolaires. Et en 2029, donc c'est plus tard, mais ce sera là aussi un nouveau test qui, celui-là, s'intéressera à la littératie en digital et sur l'IA. Donc pareil, de nouveaux outils qui permettront de nous éclairer. Après, on a tout un tas de projets qui ne sont pas des comparaisons internationales comme PISA, qui sont plus des études localisées et spécifiques sur ces outils-là et leur place à l'école. Mais je crois qu'on va en parler. Oui, tout à fait. Avant, juste une dernière question, parce que ça me trotte dans la tête quand même depuis qu'on a commencé à aborder ce sujet. Moi, j'avais lu que dans pas mal d'écoles américaines, on revenait en arrière sur l'écran. Et j'ai toujours ces idées que les enfants de la Silicon Valley, eux, n'ont pas d'écran à l'école. Micro-réalité. Je ne parle pas là, parce que j'ai habité pendant 18 ans à San Francisco, donc j'avais certains de ces parents d'élèves d'ailleurs de la Silicon Valley, dont certains dans des très grosses compagnies avec très hauts postes. Bon, il y a eu un peu un buzz sur quelques PDG de grands groupes qui, dans les enfants souvent au primaire, avec raison à mon avis d'ailleurs, voulaient des environnements sans écran, mais ils n'ont pas forcément tort, hein. Après ça, c'est sur ce buzz-là, il ne faut pas en conclure qu'ils sont pour vivre comme ce qu'on appelle en anglais les survivalists, là, en pleine nature, dans les bois. Non, c'est pas la réalité. Donc voilà, après, ça a posé des bonnes questions, qui sont les questions que vous posez. C'est la place de l'écran, quels sont le contenu de ce qu'on va consommer, les problèmes que ça pose en termes de, pour ces ados qui vont être exposés à des images de body dysmorphia, comme on dit en anglais, les filles obsédées par devenir des mannequins avec une taille de guêpe et les garçons avoir des épaules comme ça, quoi, alors qu'ils ont 12 ans. Et donc ça, c'est des phénomènes qui, effectivement, sont des choses qu'il faut avoir en tête et se garder de ce problème, quoi. Et qui ont des répercussions au niveau des étapes. Parfois, on a des exemples dans les pays nordiques, notamment en Suède et au Danemark, je crois, qui ont un peu fait marche arrière aussi sur la place des outils numériques à l'école. Et de mémoire, ça venait d'une volonté publique, en fait, de revenir à des outils plus classiques, entre guillemets. Mais ça pose d'autres questions, et encore une fois, on va en parler un instant, je pense, de comment c'est déployé, à quelle fin, et pour résoudre quel problème, quoi, dans quel... Oui, merci beaucoup pour cette synthèse à mi-parcours. Et je reviens toujours sur mon intro, hein. Désolé les parents expats. Nous sommes des aventuriers de l'international, mais aussi de l'éducation, parce qu'on sent bien que les pouvoirs publics, les écoles tâtonnent autant qu'on le fait, et finalement on va en revenir. J'aurais aimé vous dire des choses très pratiques, mais beaucoup au bon sens et à la communication, comme d'habitude. On passe à l'IA. L'IA, donc évidemment générative et qui déferle sur les écrans de nos enfants parce que elle sait résoudre un problème de maths toute seule. Maintenant, il suffit j'espère que vous êtes tous au courant, qu'il suffit de photographier un exercice de maths pour avoir la solution avec les bonnes applis. Évidemment, vous savez qu'un exposé peut se faire maintenant en 1 minute 50. Comment est-ce qu'on gère l'apprentissage
à cette époque-là. Mais avant ça, j'aimerais vous demander, Constantin et Antoine, quel usage les enfants font de l'IA, parce que j'imagine que c'est pas que pour gruger à l'école. Mais pas du tout. Alors, c'est vrai que lorsque le ChatGPT est sorti il y a un peu plus de 1000 jours, là, il y a 3 ans, eh bien, c'était tout de suite associé à la tricherie dans l'esprit des gens. C'était d'ailleurs l'usage qui a été fait au début. Bon, c'est plus du tout l'usage principal qui en est fait, y compris par les adolescents. Beaucoup l'utilisent pour des raisons qui n'ont rien à voir, pour des conseils sportifs, pour avoir des conseils sur leurs relations sentimentales, qui sont parfois de meilleure qualité que ceux que vont leur donner leurs potes à l'école, au passage, hein. Pour des recettes de cuisine, enfin il y a de tout, donc c'est pas du tout uniquement, ou bien, voilà, Constantin peut en parler, j'imagine, hein, mais tout ce qui est voilà, des exercices de maths pour approfondir ma connaissance. Alors le problème c'est qu'ils sont pas forcément équipés pour juger, là aussi, discerner quels sont les outils de qualité et quels sont ceux qui sont de mauvaise qualité. Donc ça, encore une fois, l'école doit intervenir là, ou les parents, pour guider les enfants là-dedans. Le problème principal, évidemment, que les parents ont, hein, les parents qui vous parlent, j'imagine, en tout cas ceux qui nous parlent, les inquiétudes qu'ils ont, évidemment, c'est les mêmes qu'on voit partout, c'est-à-dire celles d'une passivité intellectuelle, d'une dégradation des capacités cognitives des gens, enfants et adultes au passage, on ne sait pas que les enfants, d'une dépendance complète à un outil très très puissant. Il y a un peu des caricatures sur Internet là qu'on voit où les gens ne peuvent même plus avoir une conversation sans demander à l'IA qu'est-ce qu'il faut que je dise. Voilà, mais c'est ça, c'est vrai que après ça, il y a toutes les questions qui sont également, je pense que sur le devant de la scène pour beaucoup de gens, notamment pour leurs enfants, les questions de sécurité, d'éthique, de vie privée. Aujourd'hui, vous avez des outils comme Nano Banana de Google ou bien Sora 2 de OpenAI là, qui permettent de créer des photos qui sont créées de toutes pièces en 5 secondes, ou des vidéos qui sont... On ne peut pas distinguer une vidéo vraie d'une vidéo créée par l'IA, où on peut mettre les enfants eux-mêmes en scène dans des situations évidemment compromettantes ou qui peuvent être amusantes pour les uns et pas du tout amusantes pour les autres. Donc là, il y a des questions qui se posent qui sont voilà, très difficiles à gérer pour les parents et pour les écoles. Ça va beaucoup mieux, merci beaucoup. On est là pour aider les parents. Ah, mais carrément, mais vous le savez tous, je pense qu'on met juste des mots sur ce que vous vivez au quotidien. C'est pour ça que les parents vont aller dans des écoles comme ce type-là, hein, comme l'International Social Pair, c'est-à-dire ils recherchent des structures qui vont permettre d'avoir la compétence, le personnel, la pédagogie, les compétences pour accompagner, encore une fois, les familles face à ces inquiétudes qui sont effectivement tout à fait réelles. Donc on va reparler des enfants, mais déjà, j'imagine que l'IA bouleverse votre métier, Constantin. Alors moi, je suis très très positif sur le sujet. Je trouve que c'est une avancée inattendue, spectaculaire. Ça bouleverse réellement notre vie au quotidien. Et là, je parle de tout le monde, hein. Et évidemment, les premiers qui sont impactés par l'IA générative, ce sont les profs. C'est vraiment les premiers à en pâtir. Pourquoi ? Parce que il y a encore quelques temps, c'était eux qui étaient porteurs de connaissances et qui créaient du contenu via leurs cours et qui apportaient ce contenu dans des classes à leurs enfants. Aujourd'hui, en moins d'une minute, tu as ton cours de maths, tout le programme de terminale qui est généré voilà, en quelques secondes. Donc, les profs, effectivement, aujourd'hui, je pense que ce sont les premiers à voir l'IA comme un danger, en fait. Et je pense que c'est là qu'il faut réfléchir, du coup, au rôle du prof. Est-ce que le prof, il est là pour créer du contenu, ou est-ce qu'il est là pour apporter ce contenu, pour le présenter d'une certaine façon, pour que cette matière, les mathématiques, la physique, chimie, l'histoire géo, soient désirables, soient intéressantes. Donc apporter le volume, apporter le côté humain derrière une matière qui parfois, on ne comprend pas trop à quoi sert de faire des fractions quand on est en sixième. Donc, oui, les profs, déjà. Ensuite, les parents. Je trouve que c'est fantastique pour les parents. Pourquoi ? Parce que les parents, à l'époque, ils pouvaient dire « Ah, mais moi, je ne comprends pas le programme, je ne comprends pas les exercices que mes enfants ont à faire à la maison. » Eh bien, faisons les devoirs ensemble. Prenez, entre guillemets, le lead sur l'IA. En fait, l'IA peut tout à fait accompagner les parents, et dans ce cas-là,
plus besoin de profs particuliers. Hein. Pourquoi? Parce que en fait, les parents, parfois, ils font appel à nous. Pourquoi? Parce que ils disent qu'ils n'ont pas le niveau, ou que le programme de 3e en mathématiques, je sais plus gérer. Ça dépasse mes compétences. Mais avec l'IA, ils peuvent tout à fait, finalement, se remettre à niveau. Alors bon, ça nécessite du temps, c'est de l'investissement, mais ça peut être aussi un super outil pour se rapprocher de ses enfants, pour se rapprocher de ce qu'ils font à l'école, et au passage d'apprendre des choses aussi. Apprendre des choses. Et alors les enfants et les ados, eux, je pense que comme un enfant, ils jouent. Les enfants, ils apprennent en jouant. Donc à mon avis, je pense que comme un jeu, ils testent, ils voient, ça marche, mon exercice il est fait en 2 secondes, pourquoi est-ce que je me casserais la tête à faire mon exercice du coup? Et puis très rapidement, effectivement, je pense qu'ils utilisent l'IA plus pour faire leurs exercices, mais plutôt pour demander là je me suis disputé avec ma copine, comment lui répondre, qu'est-ce que je dois faire? Je suis paniqué. Donc ça impacte tous les niveaux de la société, et en tout cas de la société scolaire, enfin je veux dire de la communauté éducative. Et j'ai pas parlé des établissements. Moi je vais aller plus loin. Je pense que c'est pas uniquement le rôle des profs qui est mis en question là par l'IA. C'est la façon dont l'école opère elle-même, l'éducation opère. C'est les fondamentaux de l'éducation. C'est-à-dire que là, vous avez parlé d'exemples, là, un exposé, un exercice de maths, je sais pas quoi, que l'IA peut faire très bien. Mais c'est parce qu'en fait, ces exercices, il faut peut-être se poser la question de est-ce que c'est les bons exercices qu'on demande aujourd'hui? Et en fait, c'est pas l'IA à mon avis, l'IA n'est qu'un symptôme. Ce n'est pas la cause du problème. La cause du problème, ce sont des exercices qui sont plus aujourd'hui adaptés aux compétences qu'on demande aujourd'hui. Et en fait, on n'a pas attendu l'IA pour voir que ces exercices souvent étaient pas forcément adaptés. Déjà, les gens pouvaient utiliser Wikipédia il y a 10, 15 ans, 20 ans, pouvaient avoir un tuteur en ligne, ils pouvaient déjà faire leur devoir de maths par quelqu'un d'autre. Ils pouvaient payer un étudiant basé à New York pour faire un exercice de maths en leur nom à Tokyo. Donc l'IA n'a pas créé ces problèmes. L'IA simplement les rend encore plus visibles. On peut plus faire semblant de pas les voir. Parce que l'IA aujourd'hui, sur son téléphone portable, c'est gratuit, clac, c'est fait en 2 minutes. Mais ces problèmes sont pas nouveaux, en fait. Simplement, ils mettent le doigt sur le fait que les attentes qu'on a des élèves, la façon d'évaluer les élèves, avec par exemple des devoirs sur table, très longs, etc., qui sont des trucs créés dans les années 1880. C'est plus adapté aujourd'hui à ce qu'on demande aux élèves. Et donc, ce qu'il faut réfléchir, on voit beaucoup de profs aujourd'hui dans notre école qui vont se poser ces questions-là, qui vont dire, voilà, comment je peux utiliser l'IA, non pas pour diminuer l'éducation, mais pour l'augmenter. D'accord. Et donc c'est pour ça qu'on a une approche. Je partage avec ce que dit Constantin là sur. Il faut avoir une approche qui est une approche qu'on appelle affirmative, une approche affirmative, une approche positive sur l'IA. Ça ne veut pas dire qu'il faut évidemment ignorer les problèmes qu'elle pose, les questions qu'elle pose et les problèmes qu'elle peut créer, d'accord. Mais il faut les voir aussi ces problèmes et évidemment s'en occuper quoi. Mais il faut aussi voir que au bilan des choses, elle permet des avancées qui sont énormes en termes de créer des contenus qui sont interactifs, de différencier les cours pour les familles là, de retour d'expatriation qui viennent de systèmes éducatifs très différents. Nous, dans les familles, dans l'école, à l'International School of Paris, qui arrivent de Tokyo, de Bangkok, de Londres, qui viennent d'un lycée français, ici d'un lycée américain, ici d'un lycée russe, etc., et qui ont des programmes totalement différents. Et donc, l'IA va permettre de différencier les cours par rapport à leur langue dans laquelle ils opèrent, les types de programmes auxquels ils sont habitués. Donc ça, c'est des choses qui étaient impossibles pour les écoles il y a encore 10 ans, ou en tout cas beaucoup plus difficiles. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est rassurant, c'est stimulant. On passe d'un ça va être terrible à OK, comment on fait? Comment on fait, Quentin? Quel est l'éclairage international que montrent vos études? Alors c'est pour le coup pas international, mais on a fait une revue de la recherche sur l'IA et sur l'IA générative, parce qu'encore une fois, quand on parle d'IA ici, c'est l'IA générative, parce que l'IA, ça prédate largement ChatGPT et tout le reste. C'est pas toujours aussi sexy et visible que ChatGPT. C'est des modèles d'analyse qui sont puissants et d'ailleurs très adaptés et très performants pour ce qu'ils sont censés faire précisément. Tandis que l'IA générative auquel on fait face aujourd'hui depuis 2-3 ans, c'est ce qu'on appelle multipurpose, c'est-à-dire que ça peut faire plein de choses à la fois et c'est pas destiné à un usage particulier. Une analogie qui a souvent été faite justement avec l'apparition et le déploiement des IA génératives, c'est celle de la calculatrice et de comment
à l'époque où la calculatrice est arrivée dans les établissements, on a en fait changé progressivement, ça a pris un certain temps, mais on a changé la façon dont on enseignait les mathématiques pour faire moins de calcul mental, parce que finalement c'était rébarbatif et assez peu, et ça pouvait se faire très facilement par la calculatrice, et plus de démonstrations, des problèmes, des théorèmes et du reste. Sans pour autant arrêter d'apprendre les tables de multiplication aux enfants, parce que on a compris que c'était quand même des fondements nécessaires pour la suite à leur développement cognitif. Donc, c'est une analogie qui fonctionne jusqu'à un certain point, celle de la calculatrice, jusqu'à un certain point parce que la nouveauté assez frappante, percutante, bouleversante, je ne sais pas, avec l'IA générative, c'est qu'elle écrit, c'est qu'elle gère du texte, et donc, en cela, elle remplace la rédaction, et on sait que la rédaction, la formulation des mots et de la pensée est clé dans le développement cognitif. Donc là, c'est un autre sujet. La recherche débute sur ça. On n'a pas encore vraiment de résultats, mais ce sera intéressant de voir ce qu'on peut en faire et ce qu'on peut en faire pour le mieux, parce qu'il y a des outils, il y a d'autres études, que ce soit pour les élèves ou pour les enseignants, qui montrent qu'avec l'IA générative, on peut faire des choses très bien. Par exemple, pour les tuteurs, il y a une étude à Stanford qui a montré que des tuteurs qu'on avait assistés de Copilot arrivaient au niveau de tuteurs plus expérimentés et plus qualifiés. Donc ça permet d'augmenter le niveau général. Pour les élèves, il y a tout un tas d'expériences qui sont menées alors, sur des petits échantillons, donc on n'a pas forcément de certitude sur leur impact, mais des études qui montrent qu'on peut, si c'est bien utilisé, utiliser ChatGPT ou autre chose pour augmenter la créativité, par exemple, d'une rédaction. C'est-à-dire qu'un élève, évidemment, à qui on autorise l'utilisation de ChatGPT aura une rédaction plus créative que celui à qui on ne l'autorise pas sur ce point-là. Ça, c'est sur l'output. Moi, ma grande question avec l'usage de ces outils qui sont en fait finalement meilleurs que nous, c'est la désactivation de notre cerveau. C'est-à-dire, mes enfants ne savent pratiquement plus lire une carte. Ils ne savent pas calculer. Je me dis, la prochaine étape, c'est qu'ils ne savent plus écrire. Donc oui, ils auront peut-être des outils très efficaces et ils se débrouilleront bien. Mais qu'est-ce qui reste de l'intelligence quand on ne sait plus ni réellement calculer, ni réellement structurer? C'est la question que je vous pose. En toute simplicité. Qu'est-ce que l'intelligence? Ouvrons le débat. Non, mais parce que bon, est-ce que si je sais lire une carte, je suis plus intelligent? Je pense pas. Oui, il y a une différence effectivement entre output, performance sur une tâche donnée à un moment donné, ça évolue, dans un examen par exemple. La notion d'intelligence évolue et on va plus juger l'intelligence d'une personne sur sa capacité à lire une carte ou à reconnaître une forme géographique, mais peut-être à justement surperformer grâce à une IA. Mais ça pose la question finalement c'est ce que les parents nous disent, hein, c'est leur inquiétude par rapport à l'école, l'éducation générale, c'est comment est-ce que l'école va préparer mon enfant à un monde de demain qui sera complètement différent du monde dans lequel moi j'ai grandi, dans lequel les métiers qui vont exister seront différents, on ne sait même pas lesquels ils seront, etc. Donc l'école aujourd'hui ne peut pas être uniquement dans le contenu, c'est ce que disait tout à l'heure Constantin là. Hein, l'école où il était le temple du savoir, où le grand prêtre venait pour délivrer la connaissance qu'on pouvait trouver nulle part ailleurs, c'est terminé depuis longtemps ça. Et donc aujourd'hui l'école doit être l'endroit où on va apprendre aux enfants à socialiser entre eux, ça l'IA ne peut pas le faire, d'accord, va apprendre à être inspiré par des adultes qui, voilà, on a tous en mémoire un prof qui nous a vraiment impressionnés, on a tous on a un nom d'un prof dont on se souvient encore, qui était en primaire, au lycée, à la fac, etc. Ça, l'IA ne peut pas le faire. On a tous ensemble en mémoire des moments où l'école va fournir un voyage scolaire, une sortie scolaire, une visite avec quelqu'un qui va venir dans l'école pour parler, un astronaute, un mathématicien, etc., qui va vraiment vous marquer. Ça, l'IA ne peut pas le faire non plus. Toutes les compétences de collaboration qui sont essentielles aujourd'hui. Je dois faire des fractions. Je ne dis pas que c'est pas utile, mais au final des choses, les compétences de la vie, c'est évidemment pas les fractions. La fraction, apprendre les mathématiques, c'est un moyen d'arriver à autre chose. C'est un moyen d'apprendre à gérer un raisonnement. C'est un moyen d'apprendre des compétences de collaboration. C'est régler un problème ensemble avec des gens qui ne sont pas forcément vos meilleurs amis. Et donc ça, c'est là que l'école a une place, qui n'est plus effectivement celle du temple du savoir, mais c'est plutôt celle du temple des compétences aujourd'hui. Des soft skills, en fait. Exactement. On distingue souvent les soft skills et les hard skills. L'école avant apprenait des hard skills, donc savoir résoudre un problème mathématique, écrire une dissertation, et beaucoup moins les soft skills. Je pense qu'aujourd'hui,
le rôle de l'école, c'est inverser. Enfin, c'est même pas inversé, c'est de se réinventer, de se renouveler en apportant aux enfants et aux parents un univers, un environnement où on va apprendre à vivre ensemble, on va apprendre à écouter ses émotions, pourquoi je suis en colère, pourquoi un tel m'a rendu triste, etc. Et donc l'empathie, donc tous ces sujets finalement qui sont très proches du développement personnel. Aujourd'hui, on voit beaucoup d'adultes qui se penchent sur ces questions-là. Peut-être que si on avait abordé ces questions dès la primaire, on se poserait pas autant de questions à 30, 40, 50 ans, et on serait peut-être plus fort, mieux armé justement pour ensuite, après l'école, vivre une vie épanouie en fait. Le problème, c'est que souvent on est encore dans des schémas d'éducation où les examens que les écoles vont préparer, souvent, ou bien ce que vont demander les universités dans leur dossier de candidature, sont encore ancrés évidemment dans des schémas où on ne va pas mesurer l'empathie, par exemple, ou les degrés de collaboration. Mais c'est en train de changer. Les universités elles-mêmes, notamment les universités américaines, qui ont affaire à qui ont des procédures de recrutement très complexes et très stressantes d'ailleurs pour les parents et les élèves, souvent vont essayer de juger justement ces compétences-là, et qu'on ne trouve pas sur des bulletins scolaires. Qui sont tous les soft skills là, parce que ce sont ça les compétences de la vie aujourd'hui. Et donc elles vont. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut être arrivé sans ayant rien étudié et rien comprendre. Hein, c'est pas ce que je suggère. Mais voilà, il faut comprendre que l'école aujourd'hui, elle amène une étude de compétences que l'IA ne peut pas remplacer et ne peut pas faire aujourd'hui en tout cas. Et sans doute pas demain. Après-demain peut-être, mais pas demain. Et donc là, je pense qu'on a un rôle pour arriver à imaginer intégrer l'IA, adapter l'IA pour qu'elle puisse faire augmenter l'être humain et ne pas le diminuer. Et là-dessus, moi j'ai mon éducation française ultra traditionnelle qui hurle en disant mais l'éducation a longtemps été, vous disiez, le temple du savoir, mais aussi de la mémoire, c'est-à-dire je te transverse suffisamment de structures corrélées les unes avec les autres pour te permettre de traiter de l'information et par exemple de distinguer une fake news d'une information sérieuse parce que j'ai déjà tout le substrat qui me permet de remettre les choses en perspective. Est-ce que le problème de cette éducation aujourd'hui, qui est très parcellaire, très ludique, je vais de la question vers la réponse en partant du questionnement, n'explique pas quand même ce qu'on voit aux États-Unis aujourd'hui avec une crédulité énorme vis-à-vis des fake news? Moi, j'ai un autre point de vue. Mon point de vue, c'est que dans les 20 ans passés, là, l'humanité a maintenant accès à la connaissance de l'humanité. D'accord, c'est un phénomène incroyable quand on y pense, hein, que n'importe qui avec un téléphone portable et une connexion Internet peut avoir accès à la connaissance de l'humanité. Or, ce qu'on voit, c'est que cet accès à la connaissance n'est pas la garantie de la paix, de la tolérance, de la compréhension des autres. Est-ce que accès à la connaissance n'est pas justement radicalement différent d'intégration de la connaissance? Non, parce que pour moi, on a privilégié l'accès à la connaissance et pas le bon questionnement. Donc, parce les écoles ont été justement là pour délivrer la connaissance, la mémoire, et se sont moins ancrées sur le questionnement. Or, aujourd'hui qu'on a accès à la connaissance, la question se pose justement que l'école n'est plus celle qu'elle doit devenir finalement le lieu de poser les bonnes questions. Comment discerner une fake news d'une real news? Ça, c'était pas du tout l'aspect central des écoles. Donc, l'aspect de esprit critique, l'aspect des collaborations, l'aspect d'empathie, de se poser des questions, ça, c'est les valeurs essentielles de l'éducation qu'une école comme la mienne ou le International Baccalaureate, qui est le programme qu'on prépare, vise à créer, quoi. Mais c'était pas du tout, moi-même, hein, je suis le produit de l'éducation française, hein, donc je suis agrégé, donc c'était vraiment la mémoire, etc. Donc voilà, donc j'ai une bonne expérience de l'école, sinon je serais pas devenu prof puis directeur d'école. Mais c'est vrai que j'ai un regard également critique sur cette éducation-là, qui m'a amené là où je suis. J'en suis très content, mais en même temps, je vois bien qu'elle répond plus aujourd'hui aux besoins de présent. Quentin, est-ce qu'il y a des études qui corroborent ça ou qui commencent à donner parce que c'est ultra récent ce dont on Oui, c'est assez récent et en fait je suis pas sûr que les programmes scolaires aient tant changé que ça sur les 20 dernières années. On a souvent critiqué la poussée ou la prépondérance des soft skills qui serait devenue trop importante dans les cursus scolaires du monde entier. C'est pas si vrai ou alors c'est pas si évident. Alors que c'est vrai que aujourd'hui on a des return to the basics qui sont entendus. Donc je pense que c'est comme sur beaucoup de choses, et désolé, c'est ni noir ni blanc, mais c'est un équilibre à trouver entre les compétences fondamentales et les compétences, comme on disait, de compétences soft, d'empathie, de collaboration avec les autres.
et d'esprit critique, de distance, de capacité d'analyse. Et souvent, Mais- c'est pour ça souvent que les parents, comme les gens de femmes expats là et d'autres, vont privilégier les écoles comme ces écoles privées, internationales, comme la mienne. Parce que les écoles publiques, souvent, ont évidemment l'avantage d'avoir derrière elles des ministères entiers avec des intellectuels qui vont travailler sur les programmes. Mais pour faire bouger après des millions de profs à l'unisson, c'est très difficile. Alors qu'évidemment, l'avantage d'écoles comme la mienne, qui travaillent avec le programme du IB, du International Baccalaureate, c'est qu'elles sont beaucoup plus flexibles. Elles sont beaucoup plus réactives à un changement des programmes. Surtout si elles lisent les études de l'OCDE et qu'elles sont en plus... Et beaucoup de parents de CDE sont des parents d'élèves chez moi, au passage. Donc absolument, c'est ça, c'est que du coup, on peut être beaucoup plus réactif à ce genre de changement. Et puis aussi, il faut imaginer que on a des enfants qui viennent du monde entier, d'accord, qui ont grandi en Corée, en Arabie Saoudite, au Chili, et quand on enseigne l'histoire, on enseigne l'histoire de qui, d'accord. Donc, et là, quand on est dans des écoles françaises, comme on a tous connu, je pense ici, ou un lycée français, bon, bah, il y a pas, la question ne se pose pas, d'accord. Mais lorsqu'on est devant nous des élèves qui viennent de tous les pays du monde, qui ne parlent pas forcément les mêmes langues, bah, est-ce qu'on enseigne l'histoire de qui? Bah, en fait, ce qui compte, c'est d'enseigner des schémas, hein, les schémas de la guerre, de la paix, les schémas c'est ça qui comptent. C'est des exemples après qu'on va prendre. Donc ça, c'est ça une des questions par compétence, où le contenu, il n'est pas absent, mais il ne guide pas l'enseignement. Est-ce que, Quentin, et on revient à Constantin, est-ce que vous parlez des classements PISA, est-ce qu'ils ne sont pas complètement obsolètes là? Vous nous disiez on va mesurer des nouvelles choses. Non, je ne crois pas qu'ils soient obsolètes parce que les maths, la lecture et les sciences restent clés. D'ailleurs, les compétences nécessaires à l'esprit critique et à tout ce dont on vient de parler sont aussi ancrées dans les maths et la capacité à comprendre un texte, à savoir de quoi il en retourne et à pouvoir l'interpréter. Donc non, je ne crois pas que ce soit obsolète, ils évoluent, d'ailleurs les tests évoluent aussi. Chaque cycle, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, chaque cycle intègre un nouveau test qui évalue un nouveau domaine. Donc plus tard, ce sera l'apprentissage dans un monde numérique. En 2029, ce sera la littératie en numérique et sur l'IA. Je ris parce que je me dis, il y a un moment, ça devait être... est-ce que l'enfant s'est taillé un silex, quoi? Ouais, peut-être. À une époque. Non, mais évidemment, le bagage, la boîte à outils nécessaire à s'épanouir et à l'école et dans la vie future évolue. Mais il y a un socle qui, en fait, le seul socle qu'on peut préparer maintenant, parce qu'on ne connaît pas de quoi sera fait le futur, c'est le socle de ces compétences qui permettent de déchiffrer le monde, les outils, Merci beaucoup pour toutes ces interventions qui nous secouent un peu, hein, qui nous permettent de prendre du recul et de nous questionner. Constantin, vous voulez je voulais intervenir. rajouter un point, c'est sur les programmes scolaires. Nous, faut rappeler, Axiom Academy, qu'on accompagne les familles expatriées sur tous les continents. On a des familles qui donc ont leurs enfants inscrits dans des lycées français et on voit de plus en plus ces mêmes familles qui décident de désinscrire leurs enfants des lycées français pour les inscrire dans des écoles internationales. Ça, on le voit, et c'est de plus en plus marqué d'année en année, au point qu'on a dû, nous, carrément se réinventer aussi. Et depuis maintenant 2 ans, on a tout un pool de professeurs IB qui sont capables d'accompagner les élèves dans toutes les matières du programme de l'IB, que ce soit en primary year, middle year ou vers l'IBDB, donc le diplôme, le programme diplômant. Et ça, c'est un symptôme, c'est quelque chose qu'on observe et qui n'a pas l'air de se freiner, quoi, hein, d'année en année. C'est une fuite un peu. Et alors, le plus étonnant, c'est que ce sont des familles françaises, comme toi, qui ont été éduquées et qui ont suivi un programme français, républicain, avec le programme d'histoire-géographie français. J'en suis également issu. Vous voyez, ça forme quand même des personnes, des personnes Il y a un parfum d'autosatisfaction sur ce plateau là qui est carrément malsain. Il faut quand même reconnaître que ce programme fonctionne aussi. Alors moi, j'étais pas adapté, mais bon, c'est un autre sujet. Et donc, bah, ça pose des questions, quoi, parce que voilà, en France, on a un modèle très enraciné dans un programme très académique, justement, c'est inquiétant, ouais. Moi, je m'inquiète un petit peu parce que je me dis qu'est-ce qu'on fait? Et j'ai une question pour vous, Constantin. Et en mois de janvier, je crois que vous organisez une grande dictée à Dubaï. Exactement, c'est le 17 janvier.
quel rapport entre la dictée et les skills dont on parle là, d'ouverture, de compétences, enfin, l'empathie de la dictée, on en parle? Cette dictée géante, effectivement, c'est un événement festif, hein, avant tout. Le but, c'est pas de taper sur les doigts des mauvais élèves. C'est un événement pour rassembler la communauté française francophone des Émirats Arabes Unis. Donc, on a déjà des confirmations de personnes qui vont venir d'Abu Dhabi, de Sharjah, donc tous les Émirats des Émirats Arabes Unis, et même du Qatar. Donc, et l'idée, c'est surtout de rassembler toute cette communauté autour d'un événement festif, autour de la langue française, forcément. Enfin, c'est aussi pour célébrer la francophonie. Et donc, on est effectivement en train de s'occuper de ce gros projet. On vise d'ailleurs, on a un projet un peu ambitieux, c'est de battre le record mondial de la dictée la plus grande jamais organisée. Actuellement, la dictée la plus grande jamais organisée a été faite sur les Champs-Élysées avec 1397 participants. Donc il faudrait qu'on soit 1398 pour pouvoir battre ce record, et c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Mais ça, c'est bien, c'est ancré dans la rigueur intellectuelle en même temps, c'est pas juste festif, c'est ça qui est intéressant, il y a socialisation et rigueur intellectuelle. Et quelque part aussi, c'est pour aussi rappeler que c'est un exercice, enfin voilà, remettre la France au centre aussi de l'équation, et qu'on a aussi ces belles valeurs, ces beaux exercices, hein. On a tous été, je pense, marqués par la dictée du brevet, qui marque la dernière dictée a priori qu'on fait dans notre vie, et c'est un exercice qui aussi, c'est un emblème presque, hein. C'était Bernard Pivot qui organisait des dictées, donc c'est comme un croissant, une baguette, une dictée. Et vous allez utiliser l'IA pour faire la correction? Je crois que ce n'est pas prévu encore. On n'a pas atteint ce niveau-là de. C'est une question qui se pose aussi en l'évaluation. En tout cas, un bel événement auquel Femmes Expat est très fière de s'associer, et sur lequel on va conclure cette intervention. Et je vais juste vous demander chacun, s'il vous plaît, de résumer le point qui vous paraît le plus important on a vu nos parents explorateurs à triple titre. Eh ben, moi je dirais, soyez curieux, ne passez pas à côté de cette révolution. Je pense que le mot est bien choisi. Soyez curieux, accompagnez vos enfants dans leur utilisation des différentes IA génératives qui existent aujourd'hui. Je veux pas faire de pub, même si j'utilise ChatGPT. Non, mais voilà, soyez curieux. Il y a, je sais plus quel économiste qui disait, si vous pouvez pas y échapper, embrace it, adoptez-le. Je pense que il y aura pas de retour en arrière. Donc, appropriez-vous ces outils de demain qui sont quand même exceptionnels. Merci. Moi, je dirais, au-delà de ce qu'a dit Constantin, sur lequel je souscris complètement, hein, j'aime beaucoup le terme d'ailleurs d'aventurier, là, pour décrire les gens qui sont dans ces écoles internationales, profs et élèves et parents. Et donc, la mission de l'école à l'International School of Paris, c'est Educate for Complexity, qui se traduit assez mal en français, parce que c'est pas exactement éduquer la complexité, qui est une notion un peu négative en français, hein. C'est vraiment éduquer à la nuance, éduquer à un monde qui n'est pas forcément en blanc et noir, hein, qui est un monde compliqué, un monde. Et donc comment s'adapter. Donc il y a des écoles aujourd'hui internationales comme celle où je travaille et d'autres, hein, qui vont être, je pense, les mieux équipées pour justement permettre à ces familles, à ces enfants et à ces profs aussi d'ailleurs, de naviguer et d'apprendre à naviguer un monde de demain qui sera inconnu par rapport à celui d'aujourd'hui. Et donc voilà, donc c'est des programmes qui sont ancrés dans à la fois la rigueur intellectuelle et l'excellence, la pédagogie, des choses prouvées, on va dire, comme le diplôme du IB, dont on en a parlé tout à l'heure, mais en même temps qui vont accompagner, qui sont dans un dialogue avec les familles. Où les familles, les élèves et les personnels enseignants sont en communauté ensemble pour travailler sur ces questions. Et donc, il y a un partenariat très fort avec les élèves eux-mêmes, par les conseils d'élèves, avec les parents, avec qui je travaille très régulièrement, et puis avec les profs, évidemment, et puis les gens comme le CDE et ces rapports-là. On est à beaucoup de conférences pour comprendre un peu ce qui se passe. On n'est pas du tout passif. Et donc, on est un peu des aventuriers, hein, quelque part aussi, de la pédagogie, de l'éducation, pour pas être finalement dans la passivité. Donc il y a des écoles où c'est tourné vers l'avenir. Aventurier de la pédagogie, c'est beau ça. Et moi, ce serait un peu un mélange des deux. Oui, la curiosité, expérimentons, essayons. On est tous en train d'apprendre à l'échelle mondiale, en fait, pas seulement les enfants à l'école ou les enseignants dans leur apprentissage.
C'est essayons, expérimentons, écoutons ce que disent les rapports de l'OCDE et des autres institutions internationales et de la recherche scientifique, voyons ce qu'il est possible de faire, ce qu'il est possible de ne pas faire, ce qu'il vaudrait mieux éviter entièrement. Mais ne s'interdisons pas d'essayer, d'expérimenter. Gardons à l'esprit que le statu quo est pas forcément idéal aujourd'hui, donc il faut pas s'empêcher de le changer, il faut essayer de voir les choses de manière différente et faisons au mieux. J'aimerais juste compléter mes propos en disant que je pense que c'est aussi un formidable outil qui rassemble, qui nous rassemble tous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on utilise tous cet outil. Et chez Axiom Académique, notre slogan, c'est le soutien scolaire des citoyens du monde. Et c'est très important d'appuyer justement sur ce terme citoyen du monde qui, je pense, autour de cette table, et même au-delà, je pense que les personnes qui nous écoutent aujourd'hui vont probablement se reconnaître à travers ce terme qui est finalement, je trouve, assez universel et qui est notre ADN. Voilà, je ne sais pas s'il est universel, surtout en ce moment. En tout cas, clairement, c'est celui qu'on défend tous ensemble et c'est celui pour lequel je vous remercie beaucoup d'être intervenu. Merci beaucoup. Merci à vous qui nous avez écoutés. Je suis sûre, c'est pas j'espère, je suis sûre que ces quelques propos vous ont permis d'aller tous un pas plus loin dans cette réflexion. Vos questions, vos remarques nous intéressent et on les relaiera. Vous pouvez nous les envoyer dans le chat ou par mail. Et pour finir la journée, après s'être intéressé aux enfants, dans 1 heure, on retrouvera celles et ceux parmi vous qui cherchent du travail à l'étranger, notamment ceux qui sont conjoints expatriés, pour parler de votre carrière à l'étranger, un sujet que vous méritez bien. Au revoir.